Alors, comment une armée peut-elle gagner, disons, toutes les batailles sur le terrain, mais au final perdre la guerre? C'est vraiment ça le paradoxe au cœur de la stratégie militaire française pendant la guerre d'Algérie. Une contre-offensive qui n'a cessé d'évoluer et qu'on va décortiquer ici. On va suivre ça en 4 temps. D'abord, une vraie guerre des chiffres. Ensuite, comment l'étau s'est resserré. Puis, le fameux plan Châle. Et enfin, on verra ce qui se passait au-delà du champ de bataille. Allez, on commence. Au tout début du conflit, l'armée française se retrouve face à un problème de taille. Comment contrôler un territoire aussi immense face à une insurrection qui prend de l'ampleur quand on a, au fond, très peu de moyens? Pour se donner une idée, en juin 1954, les effectifs français en Algérie sont incroyablement bas. On parle de 49 000 hommes. Et attention, une partie d'entre eux n'est même pas vraiment opérationnelle. C'était bien sûr totalement insuffisant pour gérer l'insurrection qui commençait à peine. Donc, face à la montée en puissance de l'ALN, la réponse française va être radicale, une course aux armements humains, en quelque sorte. On rappelle les réservistes, on allonge le service militaire et, boum, en 1957, on passe à plus de 450 000 hommes. L'idée, elle est simple, avoir une supériorité numérique écrasante. On visait un ratio de 10 contre 1 au minimum. Bon, avoir plus de soldats, c'est bien. Mais ça ne résout pas tout, loin de là. La vraie question stratégique, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette masse de soldats ? Comment on l'utilise pour maîtriser non seulement le terrain, mais aussi et surtout la population? Et la réponse à cette question, c'est un mot, le quadrillage. L'idée est assez simple en fait. On systématise le contrôle. On prend l'Algérie et on la découpe comme une grille. D'abord en grandes zones, puis en secteurs plus petits tenus par des régiments, qui sont eux-mêmes divisés en quartiers. En gros, chaque unité militaire a son petit carré de territoire à gérer. C'est presque une gestion administrative de la guerre. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. Cette carte de 1959, c'est frappant. Elle transforme littéralement l'Algérie en un immense échiquier militaire. Chaque case, que ce soit un département ou un simple quartier, est sous la responsabilité d'une unité précise. L'armée épouse en fait le découpage administratif pour être au plus près des gens, pour les encadrer. Ok, donc le territoire est quadrillé. Étape suivante pour la stratégie française, il faut maintenant s'attaquer au cœur du problème. Isoler et neutraliser l'insurrection là où elle est la plus forte, c'est-à-dire dans les villes et le long des frontières. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle nous force à voir les choses différemment. Parce que quand on dit bataille d'Alger, on imagine, je ne sais pas, des armées qui s'affrontent. Mais non, ce n'était pas ça du tout. C'était une guerre de l'ombre, une succession terrible d'attentats d'un côté et d'opérations de police de l'autre. Imaginez la situation. Les attentats du FLN frappent les civils, les lieux publics. La tension est à son comble. C'est là que le général Massu obtient les pleins pouvoirs de police. Et sa réponse est, militairement, d'une efficacité redoutable. En quelques mois, les réseaux du FLN à Alger sont démantelés. Mais cette victoire a un prix, et une phase très sombre, la généralisation de la torture pour obtenir du renseignement. Du coup, le problème ne disparaît pas, il se déplace. À l'intérieur du pays, l'ALN est très affaiblie. Elle compte donc plus que jamais sur ses bases à l'étranger, en Tunisie et au Maroc, pour faire passer des armes, des combattants. La nouvelle obsession de l'armée française, ça devient donc les frontières. Il faut les rendre totalement hermétiques. Et la réponse, c'est un projet. Mais un projet colossal, à la fois militaire et d'ingénierie. Ça s'appelle la ligne Maurice. L'idée, c'est de construire une sorte de muraille moderne, électrifiée, minée, pour sceller physiquement le pays, pour transformer l'Algérie en ce que les militaires de l'époque appelaient un champ clos. Ces barrages sur les frontières ouest et est, c'était de véritables pièges. Le but n'était pas juste de bloquer le passage, non, c'était surtout de le détecter. Dès que quelqu'un touchait le grillage électrifié, l'alerte était donnée et les troupes d'intervention arrivaient quasi instantanément. Pour l'ALN, essayer de passer, c'était une mission suicide. Ça a eu un effet terrible pour eux. L'insurrection à l'intérieur s'est retrouvée coupée de son soutien vital à l'extérieur. On arrive maintenant au point culminant de l'effort militaire français. Les villes sont tenues, les frontières sont bouclées. Un nouveau commandant arrive, le général Châle, et il a un plan. Un plan offensif, radical, pour finir le travail, anéantir les dernières forces de l'ALN qui se cachent dans les montagnes, dans les maquis. La méthode Chalais, elle est d'une logique implacable, en 3 temps. D'abord, on rassemble un maximum de troupes en les retirant des zones déjà pacifiées. Ensuite, avec cette force de frappe, on s'attaque à un seul massif montagneux à la fois. On l'investit en masse, on l'occupe pendant des mois, ce qui force des combattants de l'ALN à se séparer en tout petits groupes. Et enfin, 3e étape, des commandos de chasse, très mobiles, sont lancés à leur trousse pour les traquer et les éliminer, un par un. Et l'échelle de tout ça, elle est gigantesque. Regardez cette carte. On voit bien le mouvement, cette sorte de rouleau compresseur qui balaye le pays d'ouest en est, méthodiquement, wilaya après wilaya. Des opérations énormes, avec des noms de code comme Jumelles ou Pierre Précieuse, qui mobilisaient des dizaines de milliers de soldats, sans arrêt, sans relâche.
Et le résultat, d'un point de vue purement militaire, est sans appel. C'est un succès majeur. En quelques mois à peine, la capacité de combat de la LN à l'intérieur du pays est réduite de moitié. Leurs pertes sont énormes, le moral est au plus bas. Côté français, on a vraiment le sentiment que cette fois, la victoire militaire est là, à portée de main. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout le paradoxe de cette guerre apparaît. Car pendant que l'armée pense gagner la guerre contre la LN sur le terrain, d'autres guerres, des guerres politiques, sociales, sont en train d'éclater au grand jour. Parce qu'en fait, l'armée ne menait pas une seule guerre, mais deux. Il y avait la guerre militaire pour éradiquer la LN, et en parallèle, il y avait la guerre de pacification. Là, l'objectif n'était plus de détruire, mais au contraire de gagner les cœurs et les esprits. L'idée, c'était de couper la population des rebelles pour la faire basculer du côté français. Et l'une des méthodes principales de cette pacification, c'était le regroupement forcé de la population. Pour priver la LN de son soutien, on a vidé des zones rurales entières. En 1960, on estime que plus de 2 millions d'Algériens avaient été déplacés de force dans des camps. 2 millions. C'est presque un quart de la population de l'époque. Les conséquences humaines, sociales ont été dramatiques. Et comme si ça ne suffisait pas, une troisième guerre éclate. Mais cette fois, c'est une guerre franco-française. Les Européens d'Algérie, qu'on appelait les Pieds Noirs, ont peur que le gouvernement de Paris ne les abandonne, et ils entrent en conflit ouvert avec lui. On a des scènes surréalistes, comme la semaine des barricades en janvier 1960. On voit des Français d'Algérie en armes, retranchés derrière des barricades, et une partie de l'armée française qui les assiège, en plein cœur d'Alger. Et c'est ça le point clé de toute l'histoire. La victoire militaire sur le terrain est de plus en plus déconnectée de la réalité politique. L'armée gagne contre la LN, mais à Paris, la situation politique, elle, devient intenable. La guerre coûte une fortune, la pression internationale est énorme, et l'opinion publique en métropole en a tout simplement marre. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Si la stratégie militaire a été si efficace, si l'armée française a réussi à mettre l'insurrection à genoux, alors pourquoi est-ce que la guerre s'est terminée par l'indépendance de l'Algérie ? La réponse, elle est sans doute là, c'est que la victoire militaire, même la plus totale, ne peut pas tout. Elle finit toujours par se heurter à un mur, celui de la politique, de la société et du contexte international.